Macron a mis de l'eau dans son whisky, dans son vin. Il fallait qu'il sauve, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, sa politique des retraites. Barnier était favorable puisqu'il souhaitait, lui, il y a 2 ans, une retraite à 65 ans. Ce qui n'est pas absurde. Il faut laissons de côté la démagogie. La retraite est à 67 ans actuellement en Suède, pays social-démocrate par excellence et même pilote planétaire de la social-démocratie, si je puis m'exprimer ainsi. Donc Barnier, en fait, proposait aussi en 2021 des textes et d'adopter des dispositions légales, institutionnelles sur l'immigration, qu'elle soit sauvage ou non, et assez à la fois bien vue, bien pensée et assez rigoureuse. Je dis assez parce que pour moi, à mes yeux, ça ne sera jamais assez rigoureux. Donc, faisant la pige au Rassemblement national. Donc là, Barnier est la personne qui, au moins silencieusement, ne va pas se heurter à l'opposition frontale du Rassemblement. Donc c'est aussi ce qu'il fallait. Alors, tous les commentateurs ont souligné que finalement, après une grande errance et un grand cercle, une grande déambulation circumambulatoire, on en est revenu au point de départ. Le maître du jeu, pas tout à fait le maître, mais le pignon, c'est le Rassemblement national. Et en l'occurrence, sa cheftaine, alias Madame Le Pen. Oui, donc Monsieur Barnier n'aura pas contre lui les voix du Rassemblement national et donc pourra piloter en quelque sorte. Alors, Monsieur Barnier est un homme curieux. Je viens de mentionner, mais peut-être avez-vous une question? Oui, ben, il envoie le message, c'est qu'il faut sauver les meubles. Monsieur Barnier est une personnalité un peu étrange, intéressante, qui a pris des positions, qui ne sont pas conformes à l'ère du temps. Alors c'était il y a longtemps, bien entendu, bien qu'il ait la réputation, de d'avoir aussi d'être libéral en matière de mœurs, chacun comprendra ce qu'il aura envie de comprendre. Il avait voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Et là, ce qu'il ne hurle pas à la gauche, surtout pas Madame Panot ni Madame Garrido, ils sont tous rentrés dans leur trou, c'est que Monsieur Barnier avait voté, alors là c'est plus surprenant, parce que c'est beaucoup plus rare, avait voté contre la loi Guessot. Enfin, à ma connaissance. Maintenant, on me contredira peut-être, on infirmera ce propos, mais je le sentiment, bien sûr, parce que ce sont des informations qu'on ne met pas en exergue. Hein, c'est des informations honteuses. Voter contre la loi Guessot, aujourd'hui, il n'y a pas pire crime. Voilà, vouloir défendre la liberté de penser, la liberté de recherche, la liberté d'examen, de libre examen, de libre critique, c'est un crime quasiment inexpiable. Donc une personnalité contrastée. Fut un temps, je crois que c'était aux alentours de 2015, il était assez farouchement pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Alors, à ce propos, je l'avais rencontré, mais fortuitement. Et nous avons eu une conversation en tête-à-tête de quelques grosses, larges minutes sur ce sujet. Et je lui disais, mais si vous faites entrer la Turquie, vous faites entrer des frontières de guerre. La Turquie est en guerre permanente contre le PKK, c'est-à-dire le Parti communiste du Kurdistan, le Parti des travailleurs, mais également donc sur la frontière syrienne. On sait que c'est des frontières tout à fait agitées. Je dis donc vous faites entrer les frontières de guerre dans l'Union européenne. Ah oui, alors m'avait-il répondu, et alors pour moi ça avait été quand même rédhibitoire. Il me dit ah, mais non c'est pas grave.
Il vaut mieux les avoir à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ah bon? Le raisonnement m'avait semblé tellement abscon et tordu que je m'étais dit que Barnier était peut-être, il présentait beau, un grand bonhomme, avec les cheveux presque blancs, un peu à la Pierre Messmer, qui a été ministre, je crois qu'il a été ministre de Gaulle, Pierre Messmer. On l'appelait d'ailleurs le Vert blanc. Enfin, Messmer avait une sorte de bonhomie, de charisme qui était bien à lui. C'était un ancien militaire. Et je me dis, bon, voilà un Messmer bis, mais à la petite, au petit pied. Voilà, au petit pied, parce que quand même le coup de la Turquie en Europe avec les frontières de guerre, ça m'avait un peu estomaqué. Maintenant, entre-temps, il s'est racheté avec cette histoire de propositions sur de lois, de textes, de dispositions diverses et variées sur l'immigration, montrant qu'il avait une certaine conscience de la souveraineté européenne, de la souveraineté française et européenne. D'ailleurs, c'est un européiste convaincu. Ne pas oublier que c'est lui qui a négocié le Brexit. Alors, je ne sais pas si les Anglais s'en félicitent, ne s'en félicitent pas. Vous savez, avoir une information exacte dans le monde d'aujourd'hui, une information précise, et on entend en général qu'un son, et donc on n'entend qu'une cloche. Le son qu'on entend, c'est le son unanime des médias qui parlent quasiment droite-gauche, qui parlent quasiment d'une seule voix. Donc, l'affaire, moi, je vais dire, personnellement, on va voir. Tout le monde est louangeur à l'endroit de Monsieur Barnier. Maintenant, on va voir à l'usage ce qu'il va donner. Euh, j'ai l'impression, moi, que c'est un coup réussi, parce que nous sommes dans un jeu de qui perd gagne. Faut pas oublier que les républicains, dont des rangs desquels il est issu, ne représentent que 47 députés. Ces 47 députés représentent eux-mêmes moins de 7% de l'effectif de l'Assemblée. Donc ils ne représentent rien, mais après tout, tout le monde sait, et ça ne choquera personne, de dire que ce sont les minorités les minorités pivots qui déterminent les politiques et qui font la différence. Hein, une balance, ça penche d'un côté ou de l'autre à 1 milligramme, 1/100 de milligramme, un millième de milligramme près. Bon, voilà, monsieur Barnier est-il ce millième de milligramme, cette quantité epsilon, mais qui fait pencher la balance et la balance du côté de Macron. Ceci dit, monsieur Macron a mis un certain nombre de mois pour se décider, ce qui veut dire que, en fait, à la fois le personnel politique se bat au portillon, se bouscule au portillon, mais qu'en même temps, le phénix des autres de ce bois est un animal plutôt rare. Alors, monsieur Barnier est-il ce phénix? Nous allons le voir très bientôt. En tout cas, l'homme, le conservateur que je suis, ne peut que se féliciter d'avoir quelqu'un qui semble être en de bonnes dispositions pour rétablir un petit peu, même si ce mot m'arrache la bouche, l'ordre républicain. On peut évoquer ensemble, si vous le souhaitez, il y a encore eu les refus d'obtempérer, il y en a 25 000 par an. Là, un gamin de 15 ans, l'autre jour, c'en est un qui circulait, qui s'est fait pourchasser par des motards, attrapé par quelqu'un dont il a un conducteur dont il avait heurté le véhicule, et il conduisait sa voiture. Non, c'était pas, c'était un refus d'obtempérer, mais avec un scooter. Je sais pas s'il faisait du 2 roues, s'il assassinait les petites filles. Puisque maintenant c'est quelque chose de quand les églises ne brûlent pas, on tue les petites filles en faisant du 2 roues. Et bien il conduisait, il avait dans le sang, il avait du hashish, de la cocaïne et de la méthadone. Mais
horrible cerise sur l'affreux gâteau, on s'est aperçu qu'il touchait le RSA. Donc ce sont les deniers publics, les contribuables, vous et moi, qui payons la méthadone, l'héroïne ou non, la cocaïne, pardon, et le cannabis de ce charmant jeune homme, qui peut ne rien faire et faire des âneries, dangereuses, voire meurtrières, avec son véhicule. Pensons à ce gendarme qui a été tué. Les vidéos n'ont pas été diffusées à la télévision, évidemment. C'est sur une voie non pas à grande vitesse, puisque c'est une sorte d'avenue. Le gendarme fait signe, il est au milieu de la route, et l'autre fonce dessus. Littéralement, c'est pas un refus d'obtempérer, un mec qui redémarre, qui force le passage. Non, il le fout carrément en l'air, hein, le gendarme gicle. Ça, on ne nous l'a pas montré. Et quand sa veuve nous dit la France a tué, pas la France, c'est la République, c'est le gouvernement, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la Justice, c'est Monsieur Dupond-Moretti qui ne condamne pas ces gens puisque ils sont innocents. Et la veuve, au contraire, s'est fait vilainement insulter sur les médias sociaux de la pire façon, de la façon la plus ignoble, de la plus scandaleuse, puisque le gars qui avait foncé sur son mari et qui l'avait envoyé valdinguer dans les airs était un saint innocent. On sait que Hakab, all cops are bastards, traduit en bon français, c'est tous les flics sont des bâtards. Et donc la vie d'un flic ne vaut pas tripette. Euh, voilà. Pensons qu'après, je termine là-dessus, ce sigle ACAB est sorti avec l'affaire de ce voyou qui avait été pris la main dans le sac alors qu'il était bourré de drogue et qu'il essayait d'échanger de la fausse monnaie. Comment s'appelait-il déjà? Et je ne sais plus quelle grande ville, c'était pas Chicago ou Detroit, non, encore une ville comme ça, américaine, avait supprimé la police, hein, face aux émeutes, en disant la police, mais c'est la police qui crée les émeutes, c'est bien clair. Si vous mettez des flics, c'est de la provocation. Donc supprimons la police, il n'y aura plus d'émeutes. Bah, manque de chance, on supprime la police, mais il y a toujours des cambrioleurs. Il y a toujours des assassins et même il y en a encore plus. Mais la théorie des bons sentiments pave un chemin, une autoroute vers l'enfer. Ah ben, je ne sais pas si le mensonge craque, mais il y a des informations qui ont passé du ministre japonais de la Santé qui aurait présenté des excuses. Mais comme on ne sait pas à quel saint se vouer en matière d'information, on ne sait pas si c'est une information totalement bidon, s'il faut la prendre vraiment au sérieux, puisque on voit, vous savez, il y a une bonne façon de détruire l'information. C'est soit on la passe carrément sous silence, ce qui est fait la plupart du temps, soit également on sature on sature les cervelles, les esprits avec de l'information exagérée, grossie, démesurément, et à la fin des fins, on ne sait plus. On est dans un brouillard, dans une brume épaisse, on ne sait plus s'y retrouver. Donc je ne sais pas ce que le ministre japonais a dit ou n'aurait pas dit, mais apparemment il a pu en parler, parce qu'on disait qu'il avait trouvé différentes substances organiques dans les vaccins, dans la composition des vaccins, et que le Japon aujourd'hui découvrait qu'il y avait des milliers de morts à la clé de la vaccination. Je pense que ça se dit un peu partout. On a vu Robert Kennedy, démocrate, de le dire récemment, encore récemment. Et là, l'Arkansas et apparemment une dizaine d'autres États ont décidé de porter plainte contre Pfizer et contre Monsieur Bourla, son PDG, le grand copain de Van der Leyen, non pas parce que
parce qu'il y a eu des conséquences néfastes, voire mortelles, des péricardites, des cancers, des turbocancers, de tout ce que l'on veut. Mais simplement, puisque un protocole avait été signé entre l'État, l'administration Biden et Pfizer, exonérant, c'est la même chose en France, exonérant les producteurs, comme les industriels de la pharmacie, de toute poursuite liée à des conséquences éventuelles et consécutives à l'usage du vaccin. Mais là où il y a des failles juridiques intéressantes, c'est que l'Arkansas porte plainte parce que le consentement libre et éclairé n'a pas été respecté de la part des laboratoires vis-à-vis des patients. Il y a un maillon intermédiaire, c'est celui du médecin prescripteur. Ils n'ont pas été et donc ça s'appelle en droit une manœuvre dolosive, et là c'est même une manœuvre très douloureuse, hein, puisque l'information était incomplète. Ce que l'on n'a pas dit, c'est que ces médicaments, enfin ces thérapies géniques étaient en cours d'expérimentation, ce qui faisait de tous les usagers du vaccin de véritables cobayes, sans possibilité d'ailleurs de se retourner individuellement contre qui que ce soit. Et surtout, quand on décortique, et apparemment c'est ce que des experts de l'administration de l'État de l'Arkansas ont fait, quand on décortique les résultats de travaux, les protocoles de Pfizer, on s'aperçoit que aucune étude, aucune expérimentation, aucun test n'a été fait pour savoir si les vaccins pouvaient limiter la transmission. En fait, il n'y en a pas eu du tout. Alors on nous a dit, pourtant, on nous a menti, puisqu'on nous a dit et répété que protégez vos grands-parents, qu'on confinait à la cuisine ou qu'on enfermait dans les EHPAD par ailleurs, et qu'on traitait au Rivotril, enfermez vos parents pour les protéger, et le vaccin protège. Protégez vos parents. Bon, voilà, donc je ne sais pas si le mur du silence craque, mais tant que les très grands médias ne s'en seront pas emparés, encore que il y a des signes intéressants. La confession de Monsieur Zuckerberg, patron de Meta, c'est pas Méthadone, hein, c'est Meta tout court, qui nous dit qu'il a fait l'objet de pression de la part du gouvernement, de l'administration fédérale américaine et du FBI pour ne pas publier certaines informations relatives au vaccin et à la vaccination. Donc là aussi, il y a des fuites dans la coque, hein. Tous ces gens lâchent du lest, essayent de se prémunir en disant, voyez, c'est pas moi, on m'a forcé la main, on m'a contraint. En quelque sorte, ils prennent les devants. Moi, j'aimerais bien que tout ça explose au grand jour, que la bulle du mensonge éclate. Ça serait peut-être salutaire pour nous tous. Alors il y a ceux qui sont contre Trump, mais pour bien comprendre qui est Trump, quelle sera ou quelle peut être sa politique, il faut se resituer dans le contexte américain et ne pas le juger avec nos propres critères. Avec nos critères, c'est comme de faire de l'anachronisme, on juge le passé avec les valeurs, les principes, le regard de l'état présent. Non, ne jugeons pas l'Amérique. Et là, je note que Monsieur Musk, qui était Elon Musk, l'homme de Tesla et de Star machin, pas Starbucks, hein, Star truc, qui était opposé à Monsieur Trump s'est fortement rapproché de lui, ce qui est plutôt un bon signe, et Monsieur Trump l'a chargé éventuellement de soumettre
l'administration américaine, fédérale notamment, surtout fédérale, a un audit approfondi sur les dépenses, puisque tous ces systèmes socialisants, socialistes, consiste à voir, c'est comme ça que Madame Hidalgo est réélue à Paris. Elle transforme le parc immobilier parisien, ce sont des HLM, des logements sociaux. On y loge des gens à bas coût, à bas bruit, des gens qui souvent, la plupart du temps même, ne parlent pas un mot de français. Et ce sont ces gens-là qui vont voter pour elle, puisque ça s'appelle du clientélisme, ce sont des clients. Eh bien, dans l'administration, on remplit. Il y avait eu un livre intéressant, c'est Bullshit Jobs, les, les boulots de merde, mais qui permettent de gagner la vie. Donc, on fait rien. Alors, c'est valable aussi bien dans le privé américain que dans le secteur, plus encore dans le secteur public. Et là, l'Amérique, je pense que si l'Amérique retombait un peu sur ses pattes, fasse un peu le ménage, cure un peu les écuries d'Augias, hein, vous savez ce qu'il avait fait, c'était l'un des 12 travaux d'Hercule, d'Héraclès. Il avait détourné le fleuve Alphée pour le faire passer pour inonder les écuries qui étaient immondes, et cela les avait nettoyés. Nettoyer les écuries de jazz que sont devenues nos démocraties, qui sont des démocraties finissantes, donc pourrissantes, et, et qui accumulent les déchets, de toutes sortes. Nos démocraties sont devenues des dépotoirs à tout point de vue. Dépotoirs politiques, dépotoirs immigrationnistes. Enfin voilà, c'est de ça dont nous crevons. Je sais que l'administration Biden essaye de leur forcer la main en disant l'accord est acquis à 90%. Mais Israël est en. Alors, la seule chose que je puis dire, c'est que la situation est telle, c'est qu'Israël, qui a étendu la guerre de Gaza à la Cisjordanie, alors ce ne sont pas des milliers de morts, mais pour l'instant, ce sont quand même quelques centaines, ne peut pas tenir extrêmement longtemps. Face au Hezbollah et au Liban, on sait que plus d'une centaine de milliers d'Israéliens se sont repliés du nord d'Israël à l'intérieur, donc ce sont des déplacés. Israël ne peut pas rester en état d'alerte en permanence, la situation est devenue inextricable et insupportable. Donc là aussi, il doit y avoir une solution qui intervienne, de même qu'en Ukraine, puisqu'il faut toujours faire le parallèle. Apparemment, je crois, est-ce le ministre de la Défense suédois qui vient de démissionner parce que dans les frappes qui ont détruit des centres de formation, il y aurait eu, alors officiellement, les Russes parlent de 50 morts, mais il y aurait eu un certain nombre d'instructeurs suédois. D'autres chiffres donnent plusieurs centaines, que ce soit des Ukrainiens ou des instructeurs étrangers. Voilà, donc les choses ne sont pas mirifiques pour Monsieur Zelensky, et je pense que la porte de sortie n'est plus très loin, autant pour Monsieur Netanyahu, pour Monsieur Zelensky. Maintenant, d'ailleurs, on n'ose même plus sur LCI nous parler de la poche de Koursk. Ils ont détruit les ponts, donc ils ont coupé les ponts, donc ils sont fermés eux-mêmes sur une petite portion du territoire où ils seront asséchés. C'est petit à petit fait prisonnier, affamé, enfin tout ce que vous voulez. Mais je sais, alors le ravitaillement apparemment parvient toujours, mais c'est au détriment de la région du Donbass, et où la progression russe, elle, n'a pas cessé.
Bah, rocambolesque est un mot faible. C'est pas une C'est situation, vrai, c'est dramatique. Comme je le c'est dis vrai. souvent, nous sommes, la chute est verticale et à la vitesse de l'effondrement dans l'air, comme les tours jumelles de Manhattan. Mais comme nous n'avons pas encore touché le sol, que nous ne sommes pas encore complètement fracassés, eh bien, nous n'y croyons pas et nous continuons à vivre comme dans un rêve. Mais c'est un rêve qui va à un moment donné se fracasser. C'est le destin de ce genre de rêve, de ce type de rêve, de ce type de cauchemar plutôt.